Nous envoyons 350 millions de livres par semaine à l'UE. Il vaut mieux financer notre service de santé national NHS. Votez donc pour la sortie. Mais c'est un mensonge pur et simple. Michael, après 40 ans d'absence, vous avez fini par réintégrer le Parti travailliste. Pourquoi alors avez-vous pris cette décision? Eh bien, Kais, lors de notre dernière rencontre, c'est-à-dire avant le référendum du 23 juin, nous avions déjà abordé cette question. En fait, je me souviens que vous étiez pro-Brexit, tandis que moi, j'étais contre. Puis, mon pays a voté. Les partisans du Brexit ont remporté le vote avec 52% des voix contre 48% en faveur du maintien du pays dans l'UE. Au début, j'étais stupéfait, puis j'étais vraiment fâché. Je voulais comprendre comment mon pays en était arrivé là. Mon pays a toujours été honnête. Maintenant, il semble s'opposer à l'immigration, il semble être raciste. Je me suis dit que cela ressemblait très peu à mon pays. Avant, tout était différent. Je me suis mis en colère. Je me suis rendu compte que je n'étais pas forcément en colère contre mon pays. En réalité, j'étais en colère contre moi-même parce que j'avais quitté mon pays depuis si longtemps. J'ai été absent pendant 40 ans. J'ai fini par me demander, qu'ai-je donc fait pour empêcher mon pays de s'enliser dans cette crise? Après cela, je me suis rendu compte que je n'avais pas fait grand-chose pour y remédier. Il m'est arrivé de travailler dans des pays tels que la Somalie et la Colombie. J'ai même vécu aux États-Unis. À chaque fois que je retournais dans mon pays, la situation semblait être normale. Je ne suis pas toujours d'accord avec tout ce qui se passe dans mon pays, mais je dois avouer qu'en règle générale, cela ne manque pas de fondement. C'est notamment ce sentiment de colère qui m'a poussé à agir. J'ai compris que je devais faire quelque chose. Alors je me suis rendu compte que ce qui était arrivé à mon pays était en quelque sorte logique. Mon pays avait connu des années d'austérité sous le gouvernement conservateur. Puis le Parti conservateur a perdu les élections, ce qui paraissait assez étonnant. En réalité, les gens se sont prononcés contre tous les problèmes auxquels ils avaient été confrontés par le passé. La répartition du revenu, la précarité des emplois, le sentiment de risque. Les gens semblaient vouloir revenir à l'ancien format, surtout en termes d'emploi. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. Je me demandais pourquoi veulent-ils revenir dans les mines? Cela m'échappait complètement. D'autre part, sans aucun doute, le hic, c'était qu'ils étaient mécontents de leurs revenus. Il s'agit bien sûr d'un problème très important. Nous devons travailler sur cette question. Alors pourquoi ai-je choisi le Parti travailliste? Je pense que leurs chances de remporter les prochaines élections générales sont assez minces. À vrai dire, j'ai toujours été favorable au Parti travailliste. J'ai toujours été sympathisant du Parti libéral-démocrate britannique. Je suis aussi sympathisant du Parti vert. Cependant, ces partis n'auront jamais la majorité. Aucun d'entre eux n'aura la majorité. Ça va toujours être l'un des grands partis. J'ai décidé de réintégrer le Parti travailliste, mais cela ne signifie pas pour autant que je sois d'accord avec tout ce que fait ce parti. J'aimerais vraiment travailler avec une aile du Parti travailliste qui va opter pour la nécessité de rejoindre l'UE, sinon pour une sortie douce et non pas pour un Brexit dur qui est au centre de la rhétorique actuelle de Theresa May. Je trouve que c'est de la folie pure. Oui, c'est de la folie. On dirait que Theresa May veut faire ce que 2 guerres mondiales contre l'Allemagne ont échoué à faire. Je parle notamment de l'éclatement du Royaume-Uni. L'Irlande du Nord veut rester avec l'Irlande. Pour ce qui est de l'Écosse, je suis sûre que les Écossais vont voter pour partir. D'ailleurs, même au pays de Galles, la majorité des gens ont voté contre le Brexit, idem pour Londres qui est le cœur financier du pays. Si les choses continuent ainsi, il se peut que Londres devienne un État indépendant. On entend beaucoup parler de cette possibilité en ce moment. Les gens sont préoccupés par le fait que le pays n'ait plus d'accès à tous les marchés de l'UE. Il en découle que ce qui se passe aujourd'hui est tout à fait logique. Certaines institutions financières se disent prêtes à déménager à l'étranger. De toute évidence, beaucoup de travail reste encore à faire. Vu que j'ai acquis certaines connaissances en la matière, il se peut qu'elles se révèlent utiles pour mon pays. Je trouve que je suis en mesure de l'aider d'une façon ou d'une autre. Donc la situation devient de plus en plus intéressante. Je suppose que vous aurez du travail à faire. Je n'ai rien contre ce genre de travail. Cela ne me dérange pas du tout. Pour être honnête, je pense que c'est la colère qui va me pousser à aller de l'avant. Le vote en faveur du retrait de l'UE et le comportement des militants des camps du Brexit et du maintien ont-ils influencé votre décision de réintégrer le Parti travailliste? Oui, absolument. Regardons cette photo.
En arrière-plan, nous voyons ce bus rouge. Nous avons déjà l'habitude de voir Boris Johnson devant ce bus. Vous pouvez voir ce qui est écrit là-bas. Nous envoyons 350 millions de livres par semaine à l'UE. Finançons plutôt notre service national de santé, NHS. Votez donc pour la sortie. C'est un mensonge pur et simple. So vote leave. It's a barefaced lie. Il ne s'agit pas de 350 millions, car près de 220 millions de dollars reviennent en Grande-Bretagne de l'UE sous forme de subventions. En réalité, le chiffre net est d'environ 150-140 millions par semaine, ce qui représente à peu près 6 milliards de dollars par an. Ainsi, il s'agit de 6 milliards par an, alors que le service de santé national reçoit 120 milliards de dollars. 6 milliards constituent à peu près 5-6% de son montant. Par conséquent, c'est à cause de Boris Johnson, qui est un gros menteur, que la Grande-Bretagne a voté pour quitter l'UE. Johnson a exercé une énorme influence sur les gens. En réalité, il ne s'agit que de 6% de la totalité du budget du service national de santé. C'est à peu près le prix de 2 petits porte-avions. C'est probablement un chiffre astronomique pour vous, mais c'est un montant minuscule pour l'économie britannique. Je souligne une fois de plus que c'est un mensonge pur et simple. Analysons ce qui s'est passé après. Après que Theresa May est devenue première ministre, elle a nommé Boris Johnson ministre des Affaires étrangères. Là, j'ai été littéralement sidérée. Oui, quand j'ai vu cela à la télévision, j'ai pensé, je dois faire quelque chose. Je dois vraiment essayer de faire quelque chose. Alors, qui pourrait jouer le rôle de chef de file en ce qui concerne le processus de Brexit pour qu'il soit le moins douloureux possible, à votre avis? À vrai dire, croyez-le ou non, je ne pense pas que le Royaume-Uni quitte l'UE. Je pense que l'attrait du capital est trop fort. Nous voyons déjà un affaiblissement de la position de Theresa May. N'oublions pas que c'est le Parlement britannique qui aura le dernier mot. Nous ne sommes pas sans ignorer que le Parlement est généralement contre la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. En fait, pour le moment, cette idée n'est pas encore très répandue. Certains membres du Parti travailliste commencent déjà à y réfléchir. Le parti des Tories, soit le parti conservateur, s'est toujours opposé à l'appartenance à l'UE. Il s'agit en quelque sorte de la mentalité traditionnelle de la petite Angleterre. Eh bien, je pense que Theresa May n'est certainement pas la bonne personne. Idem pour Jeremy Corbyn. Je trouve qu'il s'est montré très peu enthousiaste dans ses discours anti-Brexit. Je ne suis pas sûre à ce stade de pouvoir nommer une personne concrète qui conviendrait le mieux pour ce rôle. Pour ce qui est de Jeremy Corbyn, l'un des plus gros problèmes est sa position un peu anti-marché. C'est un vieux militant d'extrême gauche. Le mot marché a très peu d'importance pour lui. Bien sûr, nous savons bien que les marchés ne sont pas parfaits. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que ce sont les marchés qui créent de la richesse. Ils sont le principal moteur de nos services, y compris du service de santé national, etc. Je pense notamment à une personne. Il s'agit d'un leader dont l'émergence a été tout à fait impressionnante. Croyez-le ou non, mais c'est une femme. Je parle de Nicola Sturgeon, une femme politique écossaise. Elle semble être très intelligente et très persuasive quand elle parle. Je pense que si nous parvenons à convaincre l'Écosse de ne pas organiser un nouveau référendum pour sortir, Nicola Sturgeon deviendra la prochaine première ministre de la Grande-Bretagne. À ce stade, je ne sais pas comment la situation va évoluer. Pour l'instant, il est encore trop tôt pour parler de ce genre de perspective concernant l'avenir politique de Madame Sturgeon. Je suis d'avis que nous verrons se former un nouveau camp de militants anti-Brexit. Il est difficile de dire qui sera le chef de file, mais je lui donnerai sûrement tout mon soutien. Bien sûr, maintenant, je suis ouvert à toute proposition. Michael, tous mes remerciements pour votre participation aujourd'hui. J'ai hâte de vous voir au 10 Downing Street. Merci. Merci de votre attention. N'hésitez pas à cliquer sur notre site pour découvrir les interviews précédentes avec Michael Hopkins. À la prochaine.